L'Ukraine qui reste déterminée après 4 ans de guerre. Écoutez les propos tenus ce matin par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Aujourd'hui, cela fait exactement 4 ans que Poutine a essayé de prendre Kiev en 3 jours. Et cela en dit long sur notre résistance, sur la façon dont l'Ukraine s'est battue pendant tout ce temps. Derrière ces mots se cachent des millions de nos concitoyens. Derrière ces mots se cache un immense courage, un travail acharné, de l'endurance et le long chemin parcouru par l'Ukraine depuis le 24 février. Volodymyr Zelensky ce matin, bonjour Gauthier Rybinski. Le président ukrainien qu'on a découvert dans cette guerre affirme que Poutine n'a pas atteint ses objectifs de guerre. Quel est le rapport de force militaire après 4 ans de combat ? On a vu récemment, c'était sur l'une des cartes que vous avez proposées, qu'au final, en 4 ans, la progression militaire russe est infime. C'est-à-dire qu'il y a eu une progression, mais il y a eu des pertes, il y a eu des reconquêtes par l'armée ukrainienne. Et cette armée russe qui est, sur le plan, on va dire, en numérique, ultra forte, majoritairement composée de soldats qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience, et surtout, ce qui lui manque beaucoup, c'est l'encadrement intermédiaire. Je m'explique. Quand, par exemple, un détachement de l'armée russe envisage d'entourer un pâté de maison, un bâtiment, bien souvent, le commandement, comme ça lui échoit, donne l'ordre, et ensuite, dans l'action elle-même, il manque cet encadrement de type lieutenant, caporal, on dirait dans notre échelle des grades militaires. Il y a cette puissance de feu qui est tellement meurtrière, qui est tellement terrible pour beaucoup d'Ukrainiens, mais qui, en même temps, vous l'avez vu, on l'a dit, qui est très dépendante aussi de systèmes qu'elle ne possède pas, comme Starlink. Bien. Et puis surtout, ça rappelle ce qu'avait dit Poutine un jour à l'endroit des Occidentaux. Il leur avait dit, vous viendriez vous battre en Crimée ? Pourquoi vous viendriez vous battre ? Vous ne le sauriez même pas. Et c'est pour ça que nous gagnerions. Ben, c'est exactement la même chose, même si les Ukrainiens n'ont pas gagné, ou n'ont pas encore gagné, comme dit Zelensky, mais c'est que les soldats russes, pour la plupart, ne savent pas pourquoi ils sont là. Et vous savez très bien que dans cette journée du 22 février dont vous parliez, et la déclaration au fond de guerre de Vladimir Poutine, beaucoup de soldats russes qui vont se retrouver à la manœuvre et au front, on leur a dit qu'ils allaient faire des manœuvres. Et ils pensent que les coups ou que les explosions qu'ils reçoivent sont à blanc. Vous voyez où on en est. Alors, sur le rapport de force militaire, il y a aussi un autre élément qui est capital, c'est le fait que cette armée ukrainienne, qui en 2014 avait dû battre en retraite dans des conditions effroyables, il s'agissait d'une débandade, là, il y a une formation qui est intervenue avec l'aide de l'OTAN, bien sûr. Simplement, si certains trouvent ça bizarre, la question qui se pose, et on y reviendra au cours de toutes ces émissions, c'est que il s'agit de quoi ? Il s'agit d'un côté d'une société comme l'Ukraine qui, à travers des forces armées, certes peu expérimentées, mais qui ont appris, il s'agit de défendre quelque chose qui ressemble, et je le dis bien avec prudence, qui ressemble à un cheminement démocratique. Fondamentalement, c'est ce que la Russie ne peut pas supporter. Ça n'est pas la conquête du Donbass, ça n'est pas la présence de l'OTAN, parce que la Russie a tous les moyens de ridiculiser l'OTAN sans tirer un seul coup de feu. Non, c'est la propagation éventuelle de l'idée démocratique qui terrorise Poutine. Et voilà pourquoi, pour revenir aux buts de guerre, voilà pourquoi ces buts de guerre n'ont jamais été très très clairs. Vous vous souvenez qu'au départ, il s'agissait de déloger un régime pro-nazi, qu'ensuite il a été question de sauver les russophones du Donbass, et qu'aujourd'hui, Moscou réclame des territoires qu'elle n'a même pas conquis sur le terrain. C'est-à-dire que la définition des buts de guerre russes est plus qu'aléatoire et fumeuse. Gauthier, vous restez avec nous, des soldats en tout cas qui sont épuisés mais pas résignés. C'est le cas aussi de la population civile ukrainienne qui vit dans cette guerre depuis 4 ans avec ses bombardements quotidiens et ses deuils. L'hiver est particulièrement rude cette année en Ukraine et l'électricité dont les réseaux sont visés par la Russie régulièrement vient à manquer. Le quotidien de la guerre des Ukrainiens, c'est à nouveau un reportage de Marc Pope. Dans les rues de Lviv, le temps s'est suspendu l'espace d'un instant. 1 minute de silence pour commémorer 4 ans de pertes et de souffrances quotidiennes. À Kiev, la capitale, cible privilégiée de Moscou, les habitants vivent entre la peur des bombardements et les coupures d'électricité.
C'est probablement le 39e jour sans chauffage. Pendant cette période, il y a eu toute une semaine sans électricité. Il est très difficile de se laver. Nous chauffons l'eau et nous nous la versons l'un sur l'autre, comme ça. Ces conditions ne sont pas compatibles avec une vie normale. Le froid est l'une des choses les plus dures, capable de briser le moral d'une personne en très peu de temps. Dieu merci, j'ai réussi d'une manière ou une autre à me ressaisir. Pour y faire face, le système D se met en place naturellement. Ses habitants se sont cotisés pour installer des panneaux solaires sur leur immeuble. Les difficultés quotidiennes ont aussi contribué à souder les habitants. Je pense que ça nous a unis. Les habitants sont devenus davantage comme une famille au sein de l'immeuble. Tout le monde comprend clairement que nous sommes tous dans la même situation. Plus au sud, à Odessa, des habitants se retrouvent sous des tentes de fortune pour recharger leur téléphone, discuter ou tout simplement profiter d'un café chaud et faire le bilan. Cette dernière année a été la plus difficile pour moi personnellement. Les pannes de courant, le froid, la multiplication des attaques, ce ne sont que des exemples. Quand on voit que des drones et des missiles arrivent vers 20h ou 21h, on pense à s'habiller, à dormir tout habillé avec ses papiers dans son sac à dos. Selon les derniers chiffres de l'ONU, en 2025, près de 15 000 civils ont été tués et plus de 40 000 ont été blessés. Un bilan qui pourrait être en fait bien plus élevé en raison de la difficulté d'accès aux zones occupées. Puis autre image en direct, ce moment de recueillement au cimetière de Boutcha. Boutcha, c'est pas très loin de Kiev, c'est une ville qui a été le théâtre d'exactions menées par les forces russes contre des civils ukrainiens quelques semaines seulement après le début de l'invasion à grande échelle lancée par la Russie. Gauthier, on vous retrouve à nouveau. C'est l'une des inconnues autour de laquelle on tourne depuis 4 ans. Que pense l'opinion publique russe de cette guerre ? L'opinion publique russe, d'abord, elle n'est pas une et indivisible, même si ça serait le rêve de Poutine. Vous vous souvenez des premières images, il y a 4 ans, où des personnes qui étaient dans la rue et qui affichaient juste une feuille blanche étaient arrêtées, parce qu'on savait que ça voulait dire qu'elles étaient contre la guerre. Il y a eu des journalistes, une jeune femme qui est passée avec un grand panneau, vous vous souvenez, derrière le présentateur ou la présentatrice, en disant « Ne croyez pas ce qu'on vous raconte, tout ça est faux ». Bon. Il y a des personnes en Russie qui résistent dans la mesure où elles le peuvent, et c'est très compliqué, d'abord parce que le pays est grand, que pour s'associer, il faut être proche ou pouvoir communiquer, que les communications naturellement déjà ne sont pas forcément fantastiques, mais qu'en temps de guerre, c'est encore plus compliqué, et que surtout, le régime, le système de contrôle du régime poutinien est efficace. On commence par vous suivre dans la rue, puis après c'est quelques intimidations, c'est quelques mots injurieux, et puis ça peut aller de plus en plus loin. Donc, il y a cette donnée-là, c'est-à-dire sur ce qui est imposé en termes d'intimidation et de peur aux Russes. La deuxième donnée, c'est que la Russie, les Russes n'ont quasiment jamais connu d'expérience démocratique, sauf entre 1990 et 2000. Et ça a été un tel fiasco économique et même une sorte de colonisation culturelle que pour beaucoup de Russes, c'est un souvenir absolument dramatique. Et puis peut-être aussi un dernier point qui détermine cette attitude des Russes. Quand vous n'avez pas connu la démocratie, quand vous vous considérez au fond comme un sujet plutôt que comme un citoyen, si vous prenez l'exemple de ce qu'a connu la Russie, le tsarisme, le soviétisme, et puis l'époque poutinienne, au fond, il y a une cohérence, il y a un continuum politique qui fait que beaucoup de Russes, on en entend des fois dans nos sujets, qui disent « Je sais qu'il se passe des choses pas bien en Ukraine, ou même en Géorgie, ailleurs, mais je n'ai pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. Autrement dit, ce sont les autres qui ont le pouvoir, et c'est Poutine qui a le pouvoir. » D'un mot, la question aussi de la désoviétisation ne s'est jamais posée véritablement en Russie. Autant vous avez eu en Allemagne, après l'Allemagne nazie, des gens qui ont dit « Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que nous avons fait ?» Les Russes, eux, on ne leur a jamais demandé ça, et ils ont eu tendance à dire « Qu'est-ce qu'on nous a fait faire ?» comme s'ils étaient innocents. Et tout ça, ça vous explique une partie de ce que pense la population, en plus, avec une adhésion totale à Vladimir Poutine, et quelques illustres. Oui, il y en a même peut-être plus qu'on pense, des vrais
de vraies héroïnes, de vrais héros, qui sont aujourd'hui l'honneur du peuple russe, bien sûr. Autre interrogation ce matin, celle de la stratégie américaine et de son président Donald Trump, qui promettait de mettre fin au conflit en 24 heures dès son arrivée à la Maison-Blanche il y a un peu plus d'un an. Ces 12 derniers mois, la méthode Trump a été difficilement lisible en la matière. Correspondance à Washington de Mathieu Mabin. C'est sans doute la principale impasse dans laquelle Donald Trump s'est laissé entraîner depuis le début de son mandat. Sa célèbre déclaration de campagne qui jurait de régler le conflit en Ukraine en 24 heures n'a d'ailleurs rien arrangé à la perception que toutes les chancelleries du monde peuvent désormais avoir de la stratégie américaine face à Vladimir Poutine. Certes, Donald Trump peut se rassurer en martelant qu'il a arraché un accord sur les terres rares ukrainiennes, sans qu'il soit encore possible aujourd'hui d'en déterminer la valeur réelle. Certes, les fonds américains consacrés à l'effort de guerre ukrainien ne sont plus aujourd'hui que des promesses tenues mais formulées par la précédente administration. Mais il n'en demeure pas moins que la diplomatie américaine et celle de Donald Trump restent en échec. On se souvient de l'épisode en Alaska l'été dernier qui restera dans les mémoires comme l'un des principaux camouflets diplomatiques de l'histoire américaine moderne. On se souvient des colères à géométrie variable du président américain, tantôt adressées à Volodymyr Zelensky avec cet épisode dans le bureau ovale qui avait sidéré le monde, et tantôt adressées à Vladimir Poutine également, sans que tout cela n'ait jamais vraiment eu d'effet concret. En tout cas, pas sur le champ de bataille ukrainien. Pas plus d'ailleurs que les innombrables allers-retours de Steve Witkoff et des plus proches conseillers du président, qui ont sans doute sincèrement tenté d'offrir un succès diplomatique à leur mentor. Mais voilà, aujourd'hui, l'Ukraine qui entre dans sa 5e année de guerre sans que personne ne soit vraiment capable de donner un bilan humain que l'on sait pourtant absolument considérable. Concrètement, la seule chose qui évolue sur la ligne de front de l'Est de l'Ukraine, ce n'est pas vraiment la forme de cette ligne, ce n'est pas vraiment l'ascendant d'un camp ou de l'autre. La seule chose qui évolue à la baisse, c'est le soutien de l'effort de guerre en dollars et une proportion toujours plus astronomique de morts au combat. Et les Européens qui ont aussi participé à cet effort de guerre, qui sont confrontés au conflit le plus meurtrier sur leur sol depuis la Seconde Guerre mondiale. Image de l'arrivée à Kiev de la patronne de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui vient apporter son soutien en ce jour très symbolique pour les Ukrainiens. Gauthier, des Européens que l'on s'est écartés des discussions de paix par Donald Trump, discussions de paix qui ont commencé l'année dernière. Quand on connaît la position maximaliste de Vladimir Poutine et dont il ne fait pas grand suspense, est-ce qu'elles ont un sens, ces discussions ? Si elle n'était pas là, on dirait que tout est décidément voué au pire et à la noirceur la plus absolue. Le problème de l'Europe, pas uniquement de l'Europe d'ailleurs, aussi de l'administration Biden, ça a été de faire en sorte en permanence, jusqu'à présent, que l'Ukraine ne s'écroule pas. Donc on la maintient à flot, aussi bien militairement qu'économiquement. Mais jamais rien n'a été fait pour qu'elle puisse avoir un ascendant, même minime, lui permettant de se positionner en force, en statut de force, dans d'éventuelles négociations. Et là, ça rejoint tout le problème européen, c'est qu'il y a... souvenez-vous, dans la création de l'Europe, c'est un espoir fantastique, c'est un espoir angélique qui veut que, si l'on s'associe, il n'y a plus de place pour la guerre, il n'y a plus de place pour les aberrations nationalistes, etc., etc. Et dans l'attitude des Européens depuis cette guerre, mais bien avant, il y a une forme de sidération. La première sidération, c'est que malgré les efforts qui ont consisté à tenter d'arrimer Poutine au commerce international, aux bonnes pratiques d'échange, malgré tout, il en est sorti. Et la deuxième, qui est encore plus, si vous voulez, effrayante, mais pour nous tous, pour les Européens comme d'autres, c'est que ça nous renvoie à une perspective de guerre qui est celle des affects et de l'idéologie, et qui est la Seconde Guerre mondiale. Et la terreur absolue de nous dire, nous sommes à nouveau face à quelque chose de ce type-là, alors les Ukrainiens aujourd'hui, mais ça peut être d'autres, et ça peut être aussi l'Europe demain, il fait qu'il y a comme un déni de frayeur, et que l'on est persuadé que nous sommes en train de vivre un cauchemar et qu'on va se réveiller de ça. Et c'est pour ça que l'Europe est dans cette attitude. D'abord, vous l'avez dit aussi, parce qu'il y a des dissensions, qu'il y a la Hongrie, qu'il y a la Slovaquie, mais parce qu'il y a probablement cette terreur absolue de revivre, ou de revivre, même pour ceux qui ne l'ont pas vécu, ce qu'a été la Deuxième Guerre mondiale. Merci Gauthier. La suite